Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour analyser un nouveau match de Ligue des Champions. Malheureusement, la défaite du Paris Saint-Germain, pas encore l'élimination, il y a encore tout à jouer dans ce groupe il est d'ailleurs totalement dingue. Mais donc le PSG est battu à San Siro, des buts d'Olivier Giroud et de Raphaël Leao pour répondre pourtant à l'ouverture du score de Milan Skriniar. Défaite 2-1 du PSG, cet homme a été extraordinaire. Je crois que Ruben Loftus-Cheek, son retour, pour le coup, ça, on en avait parlé dans la preview, que ça pouvait changer des choses. Même moi, alors que j'ai fait cette longue analyse de l'AC Milan en début de saison, en parlant en particulier de lui, je pensais pas que ça changerait à ce point-là les choses. Il y a vraiment une équipe avec et sans lui, il a été phénoménal, et lui aussi. Et dans l'ensemble, l'AC Milan a été très bon. Donc franchement, c'est la première chose à dire. Le PSG, j'ai plein de trucs à souligner, à mettre en lumière, c'était pas top. Mais l'AC Milan a fait un super match. Et avec ce genre de match, ils montrent pourquoi, pour moi, ils doivent absolument sortir de ce groupe. Pour moi, c'est assez nettement, quand ils sont capables de sortir des prestations de ce type, assez nettement une des deux meilleures équipes de ce groupe, facilement. Et ouais, ils sont en bonne posture. En tout cas, ils reviennent. Ils ne sont pas forcément en favori, mais ils reviennent. Ils ne sont pas morts. Ils survivent grâce à cette victoire, grâce à la défaite donc des partenaires de Kylian Mbappé. Ça, c'était le 11 parisien. Au moment du coup d'envoi, je vais ressortir mon stylo jaune. C'était un 4-3-3 donc sur le papier, avec Vitinha qui avait finalement été privilégié. Voilà, il est ici à la place de Kang In Lee et Manuel Ugarte aux côtés de Warren Zaïre-Emery, les deux qui avaient été énormes au match aller. Malheureusement, autant Zaïre-Emery ça a été pas mal, pas aussi bon qu'au match aller quand même. Ça allait être difficile, mais Ugarte ça a été très compliqué. Notamment en première période. Athlétiquement, il est un petit peu explosé face à cet entrejeu, notamment composé de Loftus-Cheek et Younous Moussa. J'ai trouvé les deux vraiment top. Reinders pas trop mal aussi. Leao a été excellent. Théo Hernandez a été excellent. Ouais, franchement, cet AC Milan, quand ils sont capables de mettre ce supplément d'engagement physique, athlétique, notamment au milieu, c'est pas une équipe facile à battre et ils l'ont montré dès le départ. Je trouvais que d'ailleurs le début de match était totalement dingue. Des deux côtés, c'était vraiment ping-pong. Il y avait très peu de structure et de contrôle. Ça se répondait coup sur coup, coup pour coup, pardon. Et notamment ici, avec tout de suite au bout de 5 minutes de jeu, Raphaël Leao qui prend le dessus sur Achraf Hakimi, on se dit que le PSG peut souffrir. Si Leao commence à battre son vis-à-vis comme ça et à adresser un centre en retrait ici pour Loftus-Cheek qui arrive lancé. Heureusement pour le PSG, sa reprise pied gauche, mais pas très bien assurée, elle passe au-dessus. Mais ouais, c'est tout de suite gros moment de danger et de vulnérabilité, je trouve, dans cette arrière-garde parisienne. Qui a souffert notamment des déplacements de Ruben Loftus-Cheek ici. Voilà, il peut amener toute cette densité athlétique à l'intérieur du jeu, mais aussi se projeter pour être une solution pour sauter la pression parisienne. Avant, il y avait juste, au match aller, il y avait juste Olivier Giroud, ça pouvait être un petit peu léger parfois. Là, cette pression-là, on voit, c'est quasiment, ouais, c'est du 1 contre 1 sur ce qui était sans doute une phase de 6 mètres ou de relance basse. Et bah sur les côtés, l'AC Milan réussit à s'en sortir, même s'ils sont un peu squeezés le long de ligne de touche, notamment parce qu'il y a le jeu dos au but et aérien de Ruben Loftus-Cheek qui prend le dessus là dans la zone de Manuel Ugarte et qui derrière a la mobilité, le sens du pivot, mais aussi simplement la capacité physique pour résister. En bas, c'est très solide. En haut, bah, il fait 1m91, donc il a la taille pour résister dans l'impact et pour permettre à l'AC Milan de progresser. Ça, c'est, je crois, ouais, 50 secondes plus tard aussi, il est trouvé là, il s'est proposé dans ce demi-espace droit, celui dont on parle depuis un moment côté AC Milan avec Ruben Loftus-Cheek, il se propose là et il envoie un ballon un petit peu, un centre fusillé comme ça, très dangereux, dans une zone où Donnarumma peut pas sortir, ça donne rien. Mais voilà, dès le départ, je vois des choses intéressantes et en même temps, je vois des moments de transition offensive parisienne qui sont hyper dangereux aussi. Dembélé là, le ballon qui transmet à Kylian Mbappé et qui peut pas finir. C'était foufou pendant un quart d'heure où franchement on avait un super match de foot. Si ça pouvait durer comme ça pendant 90 minutes et qu'on voit plus souvent ça, génial parce que ça va d'un bout à l'autre. Les deux équipes se rendent coup pour coup avec très peu de contrôle. Warren Zaïre-Emery ici gagne un de ses rares ballons sur Ruben Loftus-Cheek. Il y avait peut-être une petite faute, mais honnêtement l'arbitre a beaucoup laissé jouer dans les deux sens. Peut-être que le PSG peut s'en plaindre d'ailleurs sur une situation, mais il n'y a pas de faute sifflée. Et derrière du coup le PSG peut repartir. Il y a quelque chose de très dangereux parce qu'il y a un corner qui est gagné ici par Ousmane Dembélé. C'est donc consécutif à ce ballon de Warren Zaïre-Emery gagné sur Ruben Loftus-Cheek. Et au bout de ce corner, il y a l'ouverture du score pour le PSG. Marquinhos
ici et Kolo Muani qui sont assez mal contrôlés, je trouve, par Malick Thiaw qui était un petit peu en difficulté au match aller aussi. Et Tomori, je pense que quand Kolo Muani pose un petit écran là et empêche le Tomori de rentrer au contact et de prendre le duel aérien sur Marquinhos, Thiaw doit répliquer d'une manière, en tout cas c'est un peu mal joué par les deux. Marquinhos peut dévier au premier poteau, aussi Skriniar qui est laissé seul, Mbappé qui pousse Calabria à laisser Skriniar en jeu, et ça fait donc 1-0. On pense, lui l'ancien interiste qui marque à San Siro, et on pense que ça va être une très très belle soirée pour le Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelques minutes plus tard, égalisation de l'AC Milan. Est-ce que c'est sur cette action? Non, c'est pas sur cette action, mais celle-là elle était très très dangereuse, et encore une fois, exactement comme ce qu'on soulignait. Il y a Vitinha qui vient presser, il y a Zaïre Emery qui est là, c'est difficile, c'est très très difficile pour Tomori de trouver un relais bas, mais qui est-ce qui a une ligne plus haut? Encore une fois, Ruben Loftus-Cheek, qui n'est pas contrôlé par Manuel Ugarte, il peut jouer en déviation, il y a une très très belle situation, honnêtement je trouve que ces jeux en triangle là, hop hop, et derrière avec un petit appui et un appel en profondeur dans le dos de cette ligne qui est très très haute, notamment parce que Marquinhos est là. Je trouve que l'AC Milan l'a très bien fait et les centres en retrait étaient bons aussi, super dangereux. Calabria, dans la position préférentielle de centre, la zone préférentielle de centre, là, un petit peu sur les côtés de cette ligne de surface de réparation, les centres en entrée, ils sont toujours beaucoup plus dangereux que les centres aériens. Et là, ça trouve Younous Moussa dans les pieds. Malheureusement, il reprend pas bien. Mais encore une fois, et tout ça, c'est que des actions qui se passent dans le premier quart d'heure. Parce que l'AC Milan était dangereux. Rafael Leao qui peut se retourner comme ça et attaquer son vis-à-vis. Je veux dire, c'est des trucs qu'il n'avait pas réussi à faire au match aller, mais quand il est dans un soir comme ça, il est difficilement arrêtable. Difficilement arrêtable pour Marquinhos aussi, qui a été en vraie difficulté. Je pense pas que je le mettrais dans mon flop 3, et encore. Dans le flop 3, c'est sûr qu'il y a Manuel Ugarte, c'était très difficile pour lui. Je pense qu'il y a Kylian Mbappé. Et après le troisième, ouais, peut-être tu peux mettre Marquinhos. En tout cas, il a été vraiment mis en difficulté, notamment par Rafael Leao, là, qui va dévier, trouver un appui sur Olivier Giroud. Sa frappe est stoppé par Didio Donnarumma, mais Rafael Leao peut reprendre. Et peut-être là, la raison pour laquelle je valide Marquinhos dans le flop 3, c'est parce que cette aile de pigeon là, c'est une vraie erreur professionnelle. Aile de pigeon sans toucher le ballon alors qu'il est sur la ligne, il est un défenseur central, capitaine de son équipe, ça trompe Donnarumma, il lui reproche d'ailleurs, il lui fait mec, qu'est-ce que t'as fait? Et ouais, je suis d'accord que c'est pas un geste approprié, en tout cas il n'est pas juste. Et ça permet à l'AC Milan de revenir dans le match. Mais honnêtement, c'est mérité vu ce qu'ils ont produit, vu la physionomie. Ils ont été hyper dangereux sur leur moment de projection. Et Donnarumma, quelle image ça, quelle image assez extraordinaire. Encaisse le premier but, pas de la saison européenne du Paris Saint-Germain, pas du tout, mais le premier but marqué par l'AC Milan en phase de groupe de Ligue des Champions 2023-2024. Il y en aura un deuxième, il aurait pu être un troisième dans ce match, il aurait pu être pour le PSG parce que ce ballon, et encore une fois, moi je trouve qu'il y a un partout, Paris a les occasions, donc dans ce qui a mal marché, cet entrejeu, Loftus-Cheek leur a mis la misère, mais il y a aussi des situations mal converties, 1 partout, 1-0, à 0-0, des moments où Paris doit faire beaucoup plus mal. Ce ballon, il est magnifique d'Ousmane Dembélé. Pour le coup, Dembélé, j'ai pas grand chose à redire sur son match. Il y a eu 2-3 petits ratés techniques dans la zone de vérité, mais sinon, il a fait partie des Parisiens les plus dangereux. Et là, Mbappé, honnêtement, comme Marquinhos tout à l'heure, en vrai, c'est quasiment aussi une grosse erreur professionnelle. Dans les deux surfaces de réparation, il faut être beaucoup plus efficace et juste. Marquinhos sur son aile de pigeon un peu incompréhensible. Et là, Kylian Mbappé qui laisse filer, il se dit que Maignan va mordre à l'hameçon et qui va pouvoir l'éliminer de cette manière simplement avec la vitesse de la passe de Dembélé. Mais bon, c'est le mauvais choix en tout cas. Je suis pas Kylian Mbappé, donc je peux pas dire forcément ce qu'il aurait fallu faire, mais c'est sûr que c'est le mauvais choix parce que Maignan s'en saisit sans trop de difficulté. Et je pense qu'il a surestimé la vitesse de la passe ou l'impact de sa feinte aussi. Voilà. Donc dommage parce que belle situation pour Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain de repasser à 2-1 dans ce match. Il n'y avait pas du tout de position de hors-jeu. Je crois que c'est Tomori là qui avait été aspiré par Randal Kolo Muani. Et sinon, voilà, l'AC Milan qui continue à se sortir de la pression. Ça faisait partie des choses qu'on illuminait comme les clés tactiques du match. Paris avait réussi à rendre cette sortie de balle difficile pour Milan il y a quelques semaines au Parc des Princes. Mais cet appui là sur Olivier Giroud qui est loin de Marquinhos, pour trouver un Rafael Leao face au jeu qui peut attaquer ensuite cette ligne, trouver en troisième homme là comme ça avec 1, le ballon qui est donné par Théo Hernandez, 2, Giroud en appui et 3,
Raphaël Leao qui peut être trouvé face au jeu. C'est très très dangereux, ça fait partie des choses que Milan a super bien fait. En plus, même si Leao le sert pas, qui est-ce qui est ici et qui est-ce qui peut continuer à rendre cette attaque verticale tranchante extrêmement menaçante? Ouais, bien sûr, c'est Ruben Loftus-Cheek. Derrière, il y a Pulisic aussi. Ça, c'est l'AC Milan. Là, je retrouve l'AC Milan que j'ai tellement kiffé en début de saison, où je me disais, waouh, cette équipe, je vois pas qui peut rivaliser en Serie A. Et franchement, en Ligue des Champions, ils peuvent faire très très mal, parce que quand tu as cette capacité de projection, et bon, en tout cas, voilà, c'était dangereux. Leao, c'est intéressant, ne sert pas Ruben Loftus-Cheek, qui lui en veut un petit peu, mais en vrai, il a aussi un très très bon relais. C'est ouf, quand tu peux t'appuyer sur Ruben Loftus-Cheek. Il y avait Pulisic de l'autre côté, mais sinon, c'est le débordement de Théo Hernandez. Il y a beaucoup de cartouches pour faire mal à une défense qui est sur le reculoir. Bon, Paris a eu une belle opportunité là. Warren Zaïre-Emery, dans une situation qui fait un petit peu penser à celle de l'ouverture du score du match aller, trouvé avec un ballon intérieur comme ça de Vitinha, et sur son orientation, il peut battre Reinders. La dernière fois, sur le but de l'ouverture du score de Mbappé, c'était par le dribble. Là, c'est par la passe. Très très bon ballon qui met à Kolo Muani. Situation hyper dangereuse. Kolo Muani la joue bien pour le coup. Là, j'ai rien à redire. Si je le mettrais dans mon... Ah, d'ailleurs, c'est à lui que je pensais quand je pensais au flop 3. Kolo Muani qui m'a vachement déçu. Mais pour le coup, là, c'est top ce qu'il met à Kylian Mbappé, mais qui encore une fois échoue dans la zone de vérité. Et c'est une vraie erreur technique en plus. Elle n'est pas déviée. Il n'y a pas de retour de Tomori. C'est juste la mauvaise surface de pied pour Kylian Mbappé. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'il y avait beaucoup mieux à faire là-dessus. Sinon, voilà, Dembélé touche la barre à un partout. Moi, mon prono, c'était 2-1 avec enfin le but d'Ousmane Dembélé, le même qu'à l'aller d'ailleurs. Je disais aussi but de Dembélé à l'aller, première fois, refusé pour hors-jeu de pas grand-chose, et là sur la barre. Donc, malheureusement, deux pronos très très frustrants. C'est repoussé par la barre de Maignan. Ici, grosse occasion pour l'AC Milan, encore une fois, et comme un symbole, je trouve, de ce premier acte et de ce qui a mal marché pour Paris. Loftus-Cheek sur Ugarte. Combien de fois est-ce qu'on va dire le nom de Ruben Loftus-Cheek? Mais il lui fait extrêmement mal. Et cette projection-là, elle est hyper dangereuse. Giroud est trouvé parce que Marquinhos aussi intervient mal. Il se fait battre par une passe qui n'est pas extraordinaire pour le coup, je trouve. Mais ouais, ce genre de choses, l'AC Milan a pu le répéter à l'envi. Et c'est problématique. C'est problématique quand tu manques de qualité technique pour toi utiliser tes bons moments. J'ai pas trouvé l'AC Milan du tout irréprochable derrière, ou verrouillant absolument l'accès à la surface de réparation en première mi-temps. En seconde, c'était beaucoup mieux. Mais en première mi-temps, franchement, Paris a les occasions, s'ouvre des espaces. Mais il y a des erreurs techniques, un manque de justesse technique. Là, c'est Kolo Muani qui bute sur... Enfin, son contrôle est pas bon, ça lui reste un petit peu dans les pieds. On a vu Mbappé rater 2-3 grosses occasions. Et Kolo Muani aussi, au bout de 5 minutes, il avait eu, si vous vous en souvenez, sur ce centre d'Ousmane Dembélé qui est très bien senti. Il peut prendre le dessus sur Tomori au premier poteau. Et malheureusement, sa reprise, il passe un petit peu à travers. Donc ouais, beaucoup de moments de frustration et beaucoup de moments de difficulté athlétique face aux projections, oui, encore une fois, de Ruben Loftus-Cheek qui fait très mal, qui peut servir ici. Bon, c'est un truc dont je parlais aussi en première, dans le premier match, c'était attention dans le dos de la défense parisienne. Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez, ok, mais dans le dos. Sur les ballons par-dessus de Pulisic, comme celui que l'AC Milan avait eu à un partout dans le match aller pour passer à 2-1. Pulisic qui avait mal servi Olivier Giroud. C'était un truc qu'on avait mis en lumière dans la preview. Là encore, une fois, c'était assez dangereux. Donc on arrive à la mi-temps. Pour moi, la stat forte, c'est le nombre de fois que les joueurs se sont fait dribbler. Il y a un seul joueur qui a plus de 1, qui s'est fait dribbler plus d'une fois dans le match au bout de 45 minutes. C'est Manuel Ugarte. Il s'est fait dribbler 4 fois. Et ça, c'est... Alors qu'il est un des hommes forts des matchs réussis du Paris Saint-Germain en général. Là, face à Loftus-Cheek, il a énormément souffert, averti, comme Vitinha d'ailleurs, dans l'entrejeu. Et à l'inverse, si on regarde à la fin du match, au bout de 90 minutes, le nombre de dribbles réussis, Leao, record du match avec 5, mais Loftus-Cheek, 4. Et 4 sur 5 tentés. Il a été assez impressionnant dans ce registre. Mais sinon, voilà, encore une fois, des différences techniques et athlétiques qui sont faites. Quand tu peux t'appuyer ensuite sur des Pulisic, sur des Théo Hernandez, bon, ça rend ces premiers décalages de Raphaël Leao extrêmement menaçants. Et au bout de cette action, il y a un centre de Pulisic pour Raphaël Leao qui fait, je pense, une petite faute en vrai sur Hakimi. Elle n'est pas donnée, c'est vrai que peut-être tu dois pas t'arrêter de jouer comme ça. Ce que je vais dire aussi
peut-être pour dédouaner un petit peu l'arbitre, si je suis sympa, c'est qu'il a beaucoup laissé jouer dans l'ensemble. Sur quasiment tous les 50-50 un peu litigieux, honnêtement il a pratiqué un arbitrage Ligue des Champions en laissant énormément jouer, donc c'est vrai que c'est relativement cohérent là de ne pas donner faute sur Hakimi, c'est relativement cohérent par rapport à son arbitrage. Mais je pense quand même qu'il y a une petite faute sur l'intervention de Leao sur la cheville d'Hakimi. Derrière, j'aime beaucoup par contre la prise d'initiative de Théo Hernandez qui dit à Moussa, non, laisse-la moi, j'arrive sur mon pied gauche, je peux aller déclencher un super centre. Pour une fois, on a un plan de la réalisation qui est bien inspiré. Je trouve que ici, c'est une des rares illustrations, un des rares exemples où le zoom est pertinent parce que on voit Théo Hernandez qui arrive pleine balle et qui lâche un super centre. Et depuis cet angle de vue, je trouve que c'est très bien cadré. On voit à quel point c'est bien enroulé. On se dit, ok, en une touche, comment est-ce qu'il va la mettre? Et il envoie un centre extraordinaire. Le centre franco-français, le but franco-français, Théo Hernandez qui centre pour Olivier Giroud, qui s'élève beaucoup plus haut que Milan Skriniar. Magnifique tête. Ce qui m'a rappelé d'ailleurs, je crois, le but, c'était quoi, contre l'Angleterre à la Coupe du Monde, cette tête? Elle m'a rappelé de beaux souvenirs. Malheureusement, très mauvais souvenirs, très mauvais dénouement en tout cas pour le PSG sur cette action. Ça fait 2-1 au bout d'une action un peu litigieuse, mais l'AC Milan, je pense, mérite en vrai de marquer ce deuxième but, tant ils ont été impressionnants et se créant beaucoup d'occasions dans le premier acte. Là, Loftus-Cheek, encore une fois, sur Ugarte, une des images du match. Il sera fauché, voilà, c'est pas pour rien que c'était son visage qui ornait la miniature de mon analyse de Milan-Newcastle, où ça avait fini 0-0, mais je trouvais que ils avaient été vraiment impressionnants, avaient juste manqué de réussite à la finition. Kang In-lee et Gonzalo Ramos rentrent, Gonzalo Ramos invisible, très difficile comme entrée pour lui, Kang In-lee vraiment pas mal par contre. Et bon, peut-être une piste à explorer pour Luis Enrique, alors qu'on s'attendait, on posait la question de savoir si ça allait être Vitinha ou Kang In-lee. Franchement, il a été vraiment bien. Bon, tout de même pas de nature à contrôler Ruben Loftus-Cheek, pas non plus comme Warren Zaïre-Emery, qui là, c'est une sacrée image. On n'est pas habitué à voir Warren Zaïre-Emery se faire manger comme ça dans un contact, dans un duel 1 contre 1 sur une projection. D'habitude, il a la mobilité, il a la capacité à résister et même à aller gagner des ballons, même en première période, on l'a vu, mais là, il ne résiste pas aux très longues foulées de Loftus-Cheek qui est tellement dangereux dans ce registre et qui va aller gagner un coup franc. Là, au bout d'une course de 60 mètres, facile. Quel joueur! Quel joueur, et quelle image donc ce Loftus-Cheek là qui résiste à Warren Zaïre-Emery, alors que pour moi l'image du match aller c'était quasiment la même, mais dans des rôles inverses avec Warren Zaïre-Emery qui là prenait le dessus sur Tijani Reinders dans une position similaire et qui avait été le milieu incontrôlable et qui a fait pencher la bascule déséquilibrant du match. C'était Warren Zaïre-Emery à l'aller. C'est clairement Ruben Loftus-Cheek au retour. Et Rafael Leao a été pas mal non plus, comme là, où il pousse Skriniar la faute. C'est très dangereux. Ça aurait pu faire rouge si Fabien Ruiz n'était pas revenu et n'avait pas fait une bonne course de repli pour permettre à Skriniar de ne pas être le dernier défenseur. Moi, je suis un peu déçu sur la fin de match. Et là, peut-être où la prestation des Parisiens, elle m'inquiète. Alors que, par exemple, contre Newcastle, ça finit 4-1, etc. Je trouve le score pas un bon reflet. Et à la fin, je suis pas si inquiet que ça pour le PSG à la fin du match. Là, par contre, plus en vrai, je trouve que Paris a manqué de beaucoup de choses. On a vu beaucoup de limites, notamment dans cette approche sur les transitions défensives. Comment tu fais en fait si l'adversaire a du répondant athlétique? Et aussi sur la fin de match, quand tu as plus de contrôle dans cette partie, mais que tu ne réussis pas à créer de déséquilibre, il a failli attendre l'entrée de Kang In-lee pour commencer à avoir un petit peu plus d'espace ouvert, mais ça a quand même beaucoup fonctionné par centre, et du coup pas très bien fonctionné, ça a beaucoup procédé par centre, sans réussir à créer de petites ouvertures. C'est cette fin de match là, ce dernier quart d'heure, il m'inquiète un petit peu sur les capacités qu'a le Paris Saint-Germain à faire plier un bloc bas et à trouver des espaces dans un monde où Kylian Mbappé est pas dans un bon soir et aussi très excentré, long de ligne. C'est vrai qu'on veut pas qu'il participe trop au jeu, mais quand même là, si t'as pas ça et t'as pas la capacité à contre-presser, j'ai pas vu un contre-pressing hyper enthousiaste et même hyper efficace du PSG sur ce match, si t'as ni la créativité technique d'un numéro 10 et ni la contre-pression qui accule l'adversaire et qui te fait gagner des ballons très intéressants dans le dernier tiers, le meilleur meneur de jeu selon Jürgen Klopp, si t'as aucun des meneurs de jeu, ni le 10 classique, ni le gegenpressing, dur de créer.
Et ça m'a un petit peu inquiété sur la fin de match pour le PSG. Donc heureusement, il y a quand même cette bonne entrée de Kang In-lee qui ici, pour le coup, sur un très bon ballon d'Achraf Hakimi, se retrouve dans une superbe poche d'espace et va enchaîner un enchaînement. Il va réussir un dribble sur Olivier Giroud pour se mettre sur sa patte gauche et déclencher, ça heurte le poteau, très très proche de rétablir le score à 2 partout. Et aussi sur ce ballon de Marquinhos qui pour le coup était bien senti, mais sur ce super appel d'Ousmane Dembélé qui a un peu flirté avec la ligne du hors-jeu et qui la part, c'est dommage que techniquement le contrôle soit raté. Et ça c'est typique Ousmane Dembélé, il y a beaucoup de bonnes choses, c'est dans l'ensemble très très percutant et tranchant et créatif, mais souvent, et comme tout à l'heure en première période, quand il trébuche, quand il tombe un peu sur lui-même, au bout d'une excellente incursion, c'est le classique Ousmane Dembélé qu'on voit à chaque match. C'est très très prometteur, mais dans le moment de vérité, aïe. Donc à la fin, c'est une défaite du PSG, un succès tellement important pour l'AC Milan, et un groupe F qui est totalement lunaire, parce que Dortmund l'a emporté. Deuxième victoire d'affilée pour eux, ils ont pris 6 points contre Newcastle, et ce groupe il a été totalement renversé, ce qui fait qu'on a les 4 équipes à 2 journées de la fin qui se tiennent en 3 points, et en plus avec des goal average particuliers un peu spéciaux, genre le PSG pour l'instant a battu Dortmund 2-0, donc si ça revenait à égalité de points il passerait devant, mais Newcastle a battu le PSG 4-1, c'est très très chaud, et ouais, 7, 6, 5, 4, qui va passer dans ce groupe? On a désormais donc une réception de Newcastle pour le PSG au Parc des Princes, puis un déplacement au Signal Iduna Park. Il y a toutes les chances de penser que cette dernière journée, elle sera décisive, que ce soit pour la qualif, je pense qu'elle le sera pour la qualif, mais même pour la première place. Donc le PSG va continuer à jouer très très gros jusqu'à la fin, et c'est vraiment une super mauvaise opération, alors que tu pouvais passer là, à 9 points, garder la première place, mettre l'AC Milan à 7 longueurs, donc en gros c'était fini pour eux, et Newcastle à 5. Difficile, mais rien n'est perdu non plus. Ça c'est l'avantage d'un groupe de la mort aussi, il me semble qu'on le disait d'ailleurs dans la preview au moment du tirage au sort, ça c'est quand même l'avantage d'un groupe de la mort, c'est que tout le monde se prend un peu des points, et là c'est le cas pour l'instant, personne n'a fait mieux que 2 victoires. Il y a 2 équipes qui sont à une seule victoire dans ce groupe. Newcastle qui était à 4 points au bout de 2 journées, et toujours à 4 au bout de 4. C'est assez dingue, c'est assez excitant, mais j'espère que le PSG va se qualifier quand même, on a besoin du PSG en 8ème de finale de Ligue des Champions. On verra ce que ça donne, mais ouais, 2 très très grosses semaines de LDC en perspective. Et demain on se retrouve donc pour parler des autres rencontres de Ligue des Champions, sans doute de PSV Lens si le match est bon. Jeudi, quoi qu'il arrive, le récap LDC, ça c'est certain. Prenez soin de vous les amis, passez une excellente soirée, et on se dit à bientôt. Bisous.